Bienvenue à cette émission. J'espère que vous allez bien avec, encore une fois, de beaux invités, de beaux sujets à vous proposer, notamment Mme Kim Joly, qui est directrice générale de la ROP. On parlera d'accessibilité pour les personnes handicapées sur le territoire lavallois. François Bilodeau de Laval Innove nous parlera notamment de la relance économique de nos entreprises sur le territoire lavallois toujours. Il y a Alexandra Philibert, une jeune autrice d'un livre pour nos ados aussi, qui sera là pour nous proposer cette suggestion littéraire. Également, Isabelle Dominique-Cros prend soin de notre corps, mais également de notre santé mentale, elle qui est notre experte fitness. Il y a aussi Valérie Deslandes et sa chronique, elle qui est hypnothérapeute. Et Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de la sortie d'un des films les plus attendus ce printemps, soit celui de Batman. Je souhaite une excellente émission. Il y a le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval qui a lancé tout dernièrement une application qui peut aider les personnes handicapées, mais toute la population aussi lavalloise, vraiment. Et on va en jaser justement avec Mme Kim Joly, qui est directrice générale de la ROP. Je vais le raccourcir. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Bien, ça fait un grand plaisir. Vous avez lancé cette application-là du nom de Accessible. Quelle est cette application et pourquoi l'avoir lancée tout d'abord? Oui, en fait, c'est Brigade Accessible. Brigade Accessible, oui, voilà. C'est une application mobile qui est utilisée par des personnes qui rencontrent des obstacles quand elles utilisent les services ou qu'elles se déplacent dans des lieux publics. Donc, ils peuvent utiliser l'application pour évaluer l'accessibilité de ces services ou de ces lieux. Donc, dans tous les lieux publics du territoire lavallois, ça a été cumulé. Les endroits, vous les avez visités, c'est bien dans l'application? Oui, bien, on n'a pas visité tous les lieux publics. Non, mais c'est ça. Non, mais dans le sens qu'ils sont tous dans l'application, recensés au sein de l'application. Oui, exactement. Donc, on a toutes les installations municipales, que ce soit parc, piscine, bibliothèque, hôtel de ville, vraiment toutes les installations municipales, tout ce qui est établissement de santé aussi, tous les événements aussi qui sont les événements publics là, qui sont en lien avec la ville de Laval. OK. Tout ce qui est organisme communautaire aussi. Donc, vraiment tout ce qui reçoit du financement municipal ou provincial est dans l'application. Est-ce qu'il y a un constat que vous avez remarqué dans le sens que dans la plupart des endroits, c'est encore mal, peut-être construit ou peut-être adapté finalement pour les gens qui sont peut-être qui sont handicapés ou qui ont peut-être des problèmes de mobilité finalement, là? Bien, nous, c'est sûr, l'Europe, ça fait plus que 25 ans qu'on existe. Donc, dans toutes ces années-là, on en entend beaucoup des choses. Ouais. Des obstacles, on en entend sans cesse. Des incohérences, là, aussi. Exactement, mais on n'avait aucun moyen de recenser tous ces obstacles-là. Donc, l'application, ce qu'elle nous permet de faire, bien, premièrement, on profite de l'expérience des brigadiers, de leur déplacement quotidien pour recenser tous ces obstacles-là. Tu sais, Laval, c'est pas une région qui est pire qu'ailleurs, là. On sait partout au Québec, les personnes handicapées rencontrent des obstacles quand elles utilisent les services publics. Par contre, à Laval, on dénote une grande volonté des différents milieux publics pour rendre leurs services accessibles. Fait que nous, ce qu'on entendait souvent de la part de nos partenaires, c'est oui, on aimerait ça, rendre ça accessible, mais bon, déjà, on a de la misère à savoir sont où les obstacles. Puis une fois qu'on nous dit ils sont où, on ne sait pas comment le faire. Comment le corriger. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. On a besoin d'être outillé, on a besoin d'être accompagné. Fait que c'est pour ça que la brigade, en fait, on a inclus un volet accompagnement, dans le fond, à l'application mobile. Donc, une fois que les brigadiers ont réalisé leur évaluation, il y a un rapport qui est généré automatiquement. Puis le rapport, il est rendu disponible pour le partenaire concerné. C'est-à-dire, si le brigadier est allé dans une bibliothèque, a noté qu'il y avait des obstacles à la bibliothèque, bien, le responsable de la bibliothèque va recevoir le rapport. Puis, dans le rapport, il va avoir aussi là, une ressource qui va lui être offerte pour corriger la situation. Donc, je donne un exemple. Si l'obstacle qui a été mentionné, c'était que le stationnement, l'espace réservé
aux personnes handicapées était mal conçu, était mal accessible, il va avoir une fiche dans le rapport d'évaluation qui va être transmis au responsable de la bibliothèque. Il va avoir une fiche qui va lui expliquer comment on fait pour rendre un stationnement accessible. Pour résorber le problème. Exactement. Donc, les partenaires, oui, ils voient ça d'une façon positive parce que non seulement... Donc, c'est bien reçu depuis le début. Est-ce que même vous avez vu... À court terme, je comprends que ce n'est pas déployé depuis des années, mais est-ce que vous avez vu déjà certaines réponses rapides ou certains ajustements rapides de par vos avis? Bien, là, c'est sûr que ça a été lancé le 3 décembre, l'application, donc c'est tout récent. Mais déjà, là, on a une très bonne réponse des partenaires qui sont très intéressés à recevoir les rapports, à mettre les correctifs en place aussi. Tu sais, l'application, oui, on s'intéresse à tout ce qui est accessibilité physique des lieux, mais il y a aussi d'autres volets à l'accessibilité auxquels on pense moins souvent. Comme lesquels? Bien, par exemple, ça peut juste être une question d'attitude. Quand on reçoit une personne handicapée, est-ce qu'on la fait sentir accueillie? Est-ce qu'on l'accueille bien? En fait, est-ce qu'on l'accueille avec le sourire? Est-ce qu'on prend le temps de s'assurer qu'elle a bien compris? J'ai un exemple. J'ai un ami qui justement, a perdu ses 4 membres, amputés bactéries mangeuses de chair, mais toutefois, elle est encore pleinement consciente. Je veux dire, elle est capable de conduire sa voiture, elle a toutes ses facultés cognitives. Et des fois, on dit, quand son conjoint pousse l'aide, dans un lieu public, la personne s'adresse à son conjoint et non à elle. Oui. Donc, c'est un peu ce que vous dites, là. Oui. Puis ça, c'est relevé par plusieurs personnes handicapées. Là, Ah oui? Oui, exactement. Okay. Puis justement, ça fait partie des choses qui sont observées dans l'application. Est-ce que quand je vais dans un service public, on s'adresse à moi ou on s'adresse à mon accompagnateur? Une sorte de discrimination, un peu, là. On peut l'évoquer comme ça. C'est ça, exactement. Puis c'est aussi une façon de ne pas reconnaître la personne pleinement et entièrement. Là. C'est de l'infantilisation, en fait, s'adresser à l'accompagnateur. Totalement. Puis, dans le fond, ça se corrige facilement. Des fois, c'est juste une question de sensibilisation, une question de formation. On n'a pas besoin d'investir des dizaines de milliers de dollars pour corriger la situation, là. Donc, il y a des obstacles qui sont relevés dans l'application qui se corrigent très, très, très facilement. Puis là, vous cherchez, vous avez évoqué qu'il y a des brigadiers qui sont déjà sur le terrain, en quelque sorte, je vais le dire comme ça, pour vous rapporter aussi les correctifs et les ajustements à faire si nécessaire, mais vous en cherchez d'autres, je crois. Vous êtes en recrutement de brigadiers, là. Oui, exactement. Dans le fond, dans la brigade, il y a différents profils de brigadiers. En fonction des obstacles que les personnes peuvent rencontrer. Je vous donne un exemple. Une personne qui a une déficience motrice ou qui se déplacerait en fauteuil roulant va probablement rencontrer plus d'obstacles au niveau architectural, alors qu'une personne qui aurait une déficience intellectuelle, c'est peut-être plus dans la façon qu'elle est reçue qu'elle va rencontrer des obstacles, ou au niveau de la compréhension, de la signalisation, des consignes, tout ça. Vraiment, dans l'application, il y a plein de profils qui sont inclus. Puis, il y a aussi, pour l'instant, c'est beaucoup des personnes handicapées qui utilisent l'application, mais c'est aussi prévu de l'étendre aux personnes aînées, aux personnes immigrantes, aux personnes peu alphabétisées, par exemple, parce qu'on sait que souvent, les obstacles qu'ils vont rencontrer vont s'apparenter beaucoup à ceux que peuvent rencontrer les personnes handicapées. Donc, vraiment, quand on met en place l'accessibilité universelle, quand on pense aux besoins des personnes handicapées, en fait, ça sert à tout le monde. Bien, certainement. Puis est-ce que, évidemment, il nous reste encore un peu de temps, puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits? Parce qu'il y a beaucoup sur le territoire Lavallois de ceux qui ont été construits dans les années 60, 70, 80. C'était pas la réalité qu'on connaît comme maintenant. Mais j'entends beaucoup encore des gens où je remets un petit peu dans la perspective mon ami, justement, qui doit se déplacer à l'aide souvent de son fauteuil, puis me dit que même les nouvelles constructions, parfois, il y a des incohérences, encore une fois. Elle dit, tu sais, par exemple, dans une toilette typique pour handicapés, bien, parfois, elle dit, je peux pas me déplacer, aller m'étirer le bras pour chercher le papier de toilette parce que c'est pas adapté pour. Vous en retrouvez encore souvent malgré la mobilisation, malgré la sensibilisation de ces genres d'incohérences-là? Ouais. Bien, c'est sûr que le code du bâtiment, effectivement, il a évolué avec les années. Il est rendu un petit peu plus adapté aux personnes handicapées, mais
Bon, c'est sûr qu'il reste des incohérences. Souvent, il faut aller plus loin que le code du bâtiment si on veut être totalement accessible. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir le témoignage, l'expérience des personnes handicapées. C'est elles qui doivent le tester, tous ces aménagements-là. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, ben tu sais, ça, effectivement, peut-être que la barre d'appui, elle aurait dû être placée autrement. Parce que ça prend vraiment l'expérience des personnes handicapées pour nous le dire. Totalement. Puis on rappelle que vous cherchez des brigadiers. Puis belle idée, belle innovation d'avoir porté plus loin cette discussion-là. Et merci d'en avoir justement fait la réflexion sur nos ondes à cette émission. Et puis tous les éléments sont au bas de l'écran de ce qu'on a discuté dans les dernières minutes. Madame Kim Joly, je rappelle que vous êtes directrice générale du regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. J'invite les gens également qui auraient peut-être des questions supplémentaires à consulter vos plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Comment se comportent nos entreprises ici sur le territoire lavallois? C'est un organisme qui est né il y a quelques années et puis il en est le directeur général justement de Laval Innove et aussi co-animateur d'un podcast, d'un balado qu'on va parler un peu plus tard dans cette conversation Simplement audacieux. C'est M. François Bilodeau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci je dois vous dire, Laval Innove, on connaît les SADC ou d'autres organismes de développement économique sur le territoire québécois ou canadien, mais je connaissais peu ça. Laval Innove, qu'est-ce que c'est chez nous? Bien, c'est normal que ce soit peu connu parce que c'est assez des nouvelles institutions, des nouvelles organisations. En partant, il y a une différence entre nous et Laval Économique. C'est vraiment l'institution de développement économique à Laval. Donc, nous, on est une jeune organisation officiellement établie en 2018, mais je suis arrivé comme premier membre de l'équipe permanente à la fin 2019, donc tout juste avant la pandémie. Notre rôle, c'est d'aider les entreprises à innover. Donc, on est vraiment... Ce qu'on cherche à faire, c'est le développement économique par l'innovation. Donc, on va accompagner les entreprises, on va les mettre en lien avec des gens pour le faire, on va les aider à trouver du financement, les aider à avancer par l'innovation. OK. Et puis, vous avez dit que c'est une jeune organisation encore. Avec la pandémie, ça a dû aussi un petit peu freiner les ardeurs au départ, mais quand même, vous avez été en mesure d'aider combien d'entreprises, dans quel secteur d'activité depuis ce temps, depuis quelques mois? Oui, ça a freiné, je le dis avant de répondre à la question, mais c'est sûr qu'au début, je suis arrivé un peu avant la pandémie. Le premier employé, ma collègue Ève, est arrivée juste au début de la pandémie. C'est sûr qu'on se demandait quel genre de rôle on allait jouer puis pouvoir visiter personne. Mais du côté de l'innovation, en fait, on a pu aider les entreprises qui, justement, dans les moments d'incertitude, ont saisi des opportunités ou se sont retrouvées au bon moment, au bon endroit, avec le bon projet pour avancer rapidement. Okay. Donc, le type d'entreprise qu'on aide, c'est de tout format, de tout type, de tout secteur. On est vraiment dans l'innovation plutôt durable, donc autant technologique que commerciale, culturelle, environnementale. OK, ça fait donc ça peut être une PME de 50 employés, par exemple, une entreprise de 400 employés, on va le dire comme ça. Oui. Okay. Soyons honnêtes, c'est sûr qu'aujourd'hui, en tant que petite entreprise, petite organisation, c'est plus des petits joueurs, plutôt du point de vue start-up. On a quelques PME d'une 50aine d'employés. On rêve de travailler avec les plus grands, mais le rêve, c'est vraiment de faire que les grands joueurs vont travailler avec les petits comme source d'innovation. OK. Être sous-traitant ou ce genre de maillage qui peut se faire entre des entreprises innovantes. Vous avez parlé de, entre autres, puis parce que je suis très conscientisé aussi sur la chose, le développement durable. Vous remarquez, peu importe le secteur d'activité, c'est un souci, c'est un vecteur important dans les décisions de nos entrepreneurs et les directions que prennent nos entreprises actuellement ici à Laval? Oui, clairement, de plus en plus. Les gens le disent, en tout cas, tout le moins, ça apparaît dans toutes les présentations qu'ils ont. Ils ne peuvent pas éviter de le faire, donc il y a un peu toujours de washing, mais de plus en plus, les gens veulent le faire, ils veulent bien le faire. Il y a des ressources pour bien le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des parcours, des outils pour s'assurer d'avoir les démarches pour que ça ait des résultats d'impact. Okay. Donc oui, il y a une réelle volonté. Puis ça, définitivement, nous, on va avoir un grand rôle à jouer pour les accompagner là-dedans. Parmi les accompagnements que vous avez faits, est-ce que vous avez un exemple de réussite, de succès d'une start-up, d'une entreprise lavalloise? Parce que aussi, je joins aussi à ça que vous avez l'opportunité avec Laval Innove de personnaliser vos interventions ici sur le territoire lavallois avec ce qui est sur le portrait des entreprises du territoire lavallois. Oui, exact. Non, on a la chance, on est une jeune organisation agile. Fait que oui, on peut personnaliser. C'est ce qui fait notre force, je crois, la force du réseau. Fait qu'un exemple que j'aime bien citer, c'est deux
jeunes entreprises de Laval, une en drone, donc c'est vraiment survoler des champs ou d'autres contrats avec d'autres organisations, mais des drones, et une autre qui fait de l'épandage d'insectes pour traiter les champs de manière biologique. Donc, les insectes vont s'occuper de d'autres insectes pour vraiment s'assurer que la culture reste en bonne forme. Et les deux se sont mis à parler et à dire, est-ce qu'on pourrait épandre ces insectes-là de manière par drone pour éviter que les tracteurs viennent empiéter sur les champs puis briser les cultures? Wow. Au lieu de... Donc, le drone remplaçait l'application manuelle. Il y a un facteur 10 de rapidité, beaucoup plus efficace, beaucoup plus malléable. Vous pouvez le personnaliser en fonction de ce qui se passait dans le champ. Donc, c'est le genre de maillage qu'on a fait l'année dernière. C'est pas nous, au total, c'est 2 entreprises qu'on connaissait, qu'on a fait se rencontrer. Ils ont eu leur discussion à part. Là. On n'a pas eu 100 des bénéfices. Mais quand même, vous étiez là. On était là, définitivement. Donc ça nous rend super fiers. C'est ce qu'on veut faire. Donc, vos interventions peuvent se faire en, justement, créant un réseautage. Est-ce qu'il y a des montants d'argent également que votre organisme reçoit de différents paliers gouvernementaux pour pouvoir, par la suite, aider ces entreprises-là aussi, par exemple? On est fortement financé par le gouvernement du Québec, le MEI, Laval économique aussi également, et un peu d'autres. Donc, mais on n'offre pas de financement direct pour les projets entre 2 entreprises. Mais on va les aider. On a un outil qui aide à trouver les bons programmes de financement rapidement pour sauver des tonnes d'heures sur Internet. Ouais. Mais on ne va pas leur donner de l'argent comme tel. On ne le fait pas encore. Peut-être on pourrait le faire, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Mais ça viendra, en tout cas, j'espère, on le souhaite pour aussi que vous continuez à donner de bons services, comme en tout cas c'est probant, comme les résultats, comme vous nous avez mentionné un petit peu plus tôt. Là, vous avez un balado également qui s'appelle Simplement audacieux. Peut-être nous expliquer, moi je suis allé écouter le balado, mais peut-être nous expliquer quel était l'ADN et dès le coup d'envoi de ce balado-là, et peut-être, parce que là, vous commencez à en avoir quelques-uns, donc le développement de ce balado-là aussi, peut-être les échos que vous recevez de ceux qui les écoutent. OK. Oui, non, c'est un projet qu'on adore à l'interne, c'est clair. Il y a 3 raisons, je dirais, pour lesquelles on a lancé ce... Le premier, c'était vraiment de stimuler l'entrepreneuriat innovant. Donc, c'était l'idée de donner aux gens, aux entrepreneurs qui hésitent à se lancer, lance-toi, vas-y. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc, on essaie d'amener ces histoires-là d'entrepreneurs qui, un jour, se sont posés la même question. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je devrais me lancer? Puis qui se sont lancés, puis on les écoute, puis on met ça en boîte, si on veut. Des histoires inspirantes. Exactement, des histoires inspirantes, merci. Le deuxième, c'était vraiment de rehausser... L'objectif, c'était de rehausser la fierté du sentiment d'appartenance d'être un entrepreneur à Laval. On est tout juste à côté de Montréal. Les gens pensent beaucoup aux start-up, entreprise à Montréal, Laval, il y a quelque chose à faire. Donc, c'était vraiment l'objectif, là. Ouais. Le troisième, c'est un côté personnel, en fait. Dans mon autre vie, j'étais dirigeant d'une PME lavalloise, puis, faire une histoire courte, je faisais du développement des affaires à Boston, parce que c'était là notre clientèle. J'allais à chaque 2 semaines à Boston en voiture pour sauver de l'argent. Okay. Ça revient à 10 heures de route par 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant 10 heures de route? Bien, on écoute la radio parler. Bien, ça prend quand même du contenu. Et je me suis mis à m'intéresser au podcast d'entrepreneurs, mais il n'y avait rien en français que je trouvais d'intéressant. Fait que là, j'ai quitté pour diverses raisons personnelles, puis je suis arrivé à Laval-Neuve et j'ai décidé de proposer ce projet-là. J'ai été super chanceux. Le CA a embarqué dans mon idée folle un peu au début, pourquoi faire un podcast. Puis, bien, ma collègue Ève, que je parlais tout à l'heure, quand elle est arrivée, je lui ai pitché l'idée. Et grâce à elle, ça a donné le projet qu'on a là aujourd'hui, une 20aine d'épisodes qu'on va avoir en bout de ligne. Puis les échos, pour répondre à cette question-là. Oui. Hyper positif. Tout le monde qui sort de studio dit « Ah, j'ai jamais vécu une entrevue comme ça, c'est super agréable. » Puis les gens qui nous écoutent, bien, les échos qu'on a, c'est très, très positif aussi. Parce que ça peut être... les gens qui nous regardent n'ont pas nécessairement être dans le domaine des affaires pour être attirés ou en retenir certaines conclusions ou réflexions de votre balado. Moi, c'est ce que, en tout cas, je ne suis pas dans le domaine des affaires, mais j'ai adoré le ton puis le contenu également. Ah, bien, merci pour les commentaires. Mais effectivement, là, on a... Bien, je ne peux pas le nommer, là, mais un podcast qui va sortir bientôt. C'est une grande entreprise lavalloise, très connue. Moi, j'ai appris énormément de choses, même si je suis du milieu des affaires là-dessus. Fait que j'imagine que les gens vont en apprendre. C'est jamais comment gérer les fonds de liquidité. C'est pas technico comme ça. C'est vraiment l'entrepreneur au départ, il y a 30 ans, les motivations et ce qui la motive aujourd'hui. L'humain. Donc, vraiment, l'humain, exactement. L'humain qui est derrière des fois ces grandes entreprises ou ces grandes réussites aussi entrepreneuriales. Et il nous reste environ 2 minutes, M. Bilodeau, puis je voulais quand même qu'on prenne le temps de
dresser un portrait qui sera peut-être un peu rapide, mais quand même, on est en pleine relance au moment d'avoir cette conversation. On a vu la levée des restrictions. On semble revivre un peu avec aussi le printemps qui s'en vient. Ouais. Le beau temps va aussi revenir. Est-ce que la situation s'améliore également? Le moral aussi s'améliore de nos entrepreneurs également, selon vous? Oui, complètement. C'est en train d'ouvrir. Il faut dire que nous, on est vraiment en innovation, développement économique. Donc, ce sont toutes des entreprises qui ont le vent dans les voiles, qui veulent aller vite, qui veulent aller avoir un soutien économique. Puis là, il y a une pléthore de programmes. Donc, subventions ou autre. Exactement, ou de prêts avec garantie et tout le reste. Donc, ça, de ce côté-là, le rythme est effréné, puis les gens sont très, très positifs. C'est clair. Donc, non, il y a un redépart. Ouais. C'est bon à voir. Et comme on dit en hockey, il y a un momentum. Il y a un momentum. Exactement. Hey, bien, Monsieur Bilodeau, merci beaucoup d'être venu nous parler. Sincèrement, ça a été une discussion très intéressante, enrichissante. Puis j'invite les gens, au moment de se parler, tout est au bas de l'écran, d'aller découvrir donc plein de choses vous concernant Laval Innov et votre balado pour faire suite à notre conversation. Alors, merci d'être passé dans nos studios. Puis je vous dis à très bientôt, tiens, pour parler de d'autres sujets de réussite de nos entreprises. Définitivement. Merci de l'invitation. Je la sais tripeuse de sport, de musique country aussi, et on se connaît bien, donc vous allez le comprendre dans les prochaines minutes par le truchement de la technologie. On parle avec une jeune autrice que je suis très content, que j'aime beaucoup aussi personnellement comme amie, Alexandra Philibert, qui est là pour nous présenter son livre « Suivre son étoile ». C'est le tome 1. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, content de te retrouver, ma chère, de manière différente un peu. Et puis, toi qui es une tripeuse de baseball, je m'étonnais de savoir que c'était dans le domaine du patin, du hockey pour tes deux personnages centraux. T'as-tu un peu, à un moment donné, un questionnement à savoir si t'allais aller dans le baseball aussi ou... Et, écoute, ça pourrait être dans une autre histoire que rien à voir avec celle-ci. Par contre, ce livre-là existe, l'idée existe depuis peut-être une dizaine d'années. Puis, honnêtement... Le hockey en faisait partie, mais le patin, c'est quelque chose qui est arrivé dans les dernières années. Okay. Ça faisait pas partie de l'histoire du tout. Puis là, j'ai trouvé que ça ajoutait plus de profondeur, fait que c'est venu s'ajouter à l'histoire. Et toi qui es une grande lectrice, je sais de plein d'affaires aussi. Est-ce que tu as écrit le livre que tu aurais aimé lire? Hein, tu comprends ce que ma question? Bien, oui. Et non, parce que le livre que j'aurais aimé écrire et lire, je l'ai déjà lu. C'est Marie Tempête de Dominique Demers qui m'a vraiment donné envie d'écrire moi aussi. Mais oui, j'ai écrit une histoire que on voyait pas nécessairement. Là, aujourd'hui, on en voit un peu plus des livres avec du sport dedans. Mais quand j'étais plus jeune, peut-être adolescente, je veux dire, on n'avait pas nécessairement des jeunes qui faisaient autant de l'étude que les athlètes, des choses comme ça. Fait que je suis allée un petit peu... écrit dans ces eaux-là, mais c'est beaucoup les personnages, je sais pas, sont arrivés, puis j'ai commencé à écrire. Puis parce que, tu sais, tu dis notamment que, bon, la passion ou du moins l'intérêt d'écrire ce livre-là est venu depuis très longtemps, mais quand même de s'adresser à un public adolescent aussi, tu sais, plus jeunesse, je vais l'énumérer comme ça. Pour toi aussi, c'était clair également dans ta prémisse que c'était à ce public-là que tu voulais t'adresser aussi? Bien, je dirais jeune adulte, parce que les personnages... Ouais. Oui, c'est ça, parce que les personnages ont 16 et 18 ans. On ne va pas rien dans les... C'est pas explicite nécessairement, les scènes qui se passent, parce qu'il y a des jeunes de 14 ans qui peuvent le lire, peut-être plus jeunes, parce que je veux dire, à 12 ans, je lisais des livres comme ça. Mais jeune adulte, puis c'était clair pour moi que cette histoire-là le serait. Et bon, comme tu as dit, on a un tome 2 qui s'en vient à l'automne. Ils vont avoir un saut de 6 ans, fait qu'ils deviennent comme dans la vingtaine. C'est pour ça vraiment que je le place jeune adulte, mais c'était clair que pour cette histoire-là, c'est ce que je voulais faire. Et au Québec, bon, ça s'est développé dans les dernières années, mais on a beaucoup moins de jeunes adultes qu'aux États-Unis, par contre. Par exemple, puis je trouvais ça important parce qu'il y a un créneau là, il y a des jeunes, puis même des adultes qui lisent ça, puis on n'en a pas accessible nécessairement en français. C'est parti de cette prémisse-là. Ça a évolué un peu, mais c'est toujours resté que Melia et James, les personnages principaux, étaient les jeunes adultes. Exact. Et là, d'ailleurs, abordons de fond en comble ce livre-là, parce que oui, tu l'as dit, tu as nommé les deux protagonistes principaux, soit Melia et James, qui sont deux amis de longue date, qui sont dans leurs deux univers respectifs, de sport respectifs, patin et hockey, et donc qui ont leurs propres enjeux aussi. Et pour toi, est-ce que c'était... en fait, est-ce que c'est une part de réalité? Il y a une part de fiction? Est-ce qu'il y a une ligne entre les deux? C'est inspiré de ta vie personnelle ou...
Non, pas de ma vie personnelle. Tu sais, comme dans le fond, que Mélia est vraiment, comment je peux dire ça, son quotidien n'existe plus dans le sens que ses parents sont en plein divorce. Mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés. C'est vraiment pas la même chose. Bon, c'est ça. Ses parents sont en plein divorce. Elle cherche un peu sa passion parce que oui, le patin est une passion, mais est-ce que c'est vraiment la sienne? Est-ce que c'est plus le rêve de sa mère? On joue là-dessus. Tandis qu'à côté, on a James, qui est son ami depuis pratiquement les couches. Ils se connaissent vraiment depuis très, très jeune. Lui, ça a toujours été clair. Je vais devenir un joueur de hockey dans la Ligue nationale. C'est ce que je vise. Mais c'est pas parce que c'est clair, ce rêve-là, qu'il n'y a pas d'embûche ou de doute, justement. Puis je travaillais là-dessus pour que les personnages... C'est des jeunes, c'est des adolescents. Mais bon, il y en a un 18 ans, mais on reste adolescent, jeune adulte. Ouais. On a des thématiques, on a des doutes. Faire des choix pour le restant de nos vies, on va le dire comme ça, c'est pas nécessairement facile. Puis des fois, on fait des choix, puis on pense que c'est le meilleur choix à ce moment-là, mais ça se révèle que ce l'est pas non plus. Fait que c'était un peu de jouer là-dedans et comment, quand l'univers de Mélia ou notre univers se détruit un peu, on va le dire comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qui est alentour de nous, de jouer dans ces thématiques-là et bien sûr de rentrer un peu d'amour et de questionnement. Bon, ben c'est mon ami, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être d'autres choses qui rentrent. Tout dans ces questionnements-là, je pense que de 16 à 18, on parle beaucoup de l'adolescence, qui est plein de questionnements, mais je pense que ce bout-là de vie aussi en a beaucoup. C'est là-dessus que j'ai voulu travailler. Ouais. Puis la pression parentale, tu sais, tu as dit le divorce, mais également, on l'a vu, il y a des histoires de sportifs, d'Olympiens qui ont eu un environnement qui a été toxique pour eux. Pour qui, peut-être, ce n'était pas le but. Il y a même un joueur de hockey, on a qu'à penser, je sais que ça fait un petit bout de temps, mais quand même, on n'est plus des petites jeunesses, toi puis moi, dans la trentaine. Alexandre Daigle, qui est un exemple patent, qui a joué dans la Ligue nationale, mais qui a eu de la pression de la part de son père, finalement. Mais à un moment donné, c'est pas la réalité de ce qu'il aurait peut-être voulu faire. Donc, il y a ce genre d'histoires-là qui sont dans l'actualité. Puis toi, c'est important pour toi de l'aborder, ça, aussi? Mais oui, parce que sans avoir fait nécessairement du sport à ce niveau-là, je suis une tripeuse de sport. J'aime le baseball, j'aime le hockey. J'ai toujours vu un peu aussi l'arrière-scène. J'ai travaillé aussi pour un championnat mondial de patinage de vitesse. On se rend pas compte à quel point les parents ou l'entourage peuvent vraiment mettre beaucoup de pression. Puis j'ai voulu travailler ça parce que ça a l'air bien beau qu'un jeune a du succès, s'en va peut-être aux Olympiques pour le patin ou va être repêché par une équipe de la Ligue nationale. C'est cool, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de travail à l'arrière, il y a beaucoup de pression. Et juste quand on va voir un match de Pee-Wee, là, on voit des parents là, qui sont... J'ai même pas de mots pour expliquer à quel point ça n'a aucun sens. C'est des enfants. Le pourcentage de jeunes Québécois qui font la Ligue nationale n'est pas si gros que ça. Je dis pas que ton jeune n'a pas de talent, c'est pas ça. Mais il y a comme une façon de l'encourager et de l'aider. Puis c'est pas toujours ça. Puis des fois... Ils veulent juste faire c'est leur possible, mais c'est pas tout à fait la bonne chose. Non. Mais il y en a d'autres que c'est un peu intense, comme la mère de Mélia dans l'histoire, qui, elle, c'est comme non, c'est la première place, c'est rien d'autre. Si tu n'as pas ça, c'est pas bon. Et ça m'a fait, je dis rire, mais c'est pas le bon mot, là, mais il y a eu la jeune patineuse au plus récent olympique qui a été prise pour dopage, puis on a vu un peu tout ce qui s'est passé alentour, la pression, elle a 15 ans, la jeune. Bon, il y a la pression, c'est sûr, on connaît les Russes, on connaît comment ça fonctionne de leur côté. Il y a eu la pression de sa coach, mais c'est un peu ça aussi que j'ai repris dans le sens que, peut-être à plus petite échelle, là, il n'y a pas d'histoire de dopage, mais c'est cette pression-là de performer, peu importe l'âge qu'on a, puis le reste ne devrait pas exister, tandis qu'on reste des humains, puis à cet âge-là, c'est important de continuer à faire ton développement de personne, puis de personnalité. Fait que c'est là-dedans un petit peu, j'ai été jouée parce que parfois, on va voir un athlète qui va réussir de A à Z, mais on ne se rend pas compte que c'est hyper toxique. T'sais, combien d'athlètes ont des troubles alimentaires par la suite? Combien d'athlètes qui finissent plus tôt leur carrière et qui ne savent pas quoi faire après parce que tout a été mis dans ce panier-là? Le soutien psychologique aussi à ces jeunes, à ces athlètes-là, qui, des fois, est déficient également. Oui, exactement. C'est sûr que je ne suis pas allée trop en profondeur non plus parce que c'était pas ça la prémisse du livre non plus. C'est beaucoup la relation entre James et Mélia. Mais n'en reste pas moins que c'était important pour moi d'amener cette thématique-là de le sport, c'est pas si rose que ça tout le temps. Il y en a des belles histoires, il ne faut pas se le cacher. Du fun. À la base, il faut que tu aies du fun. C'est ça aussi. Oui. Puis la formule narrative, pour toi, c'était important pour toi aussi, ça, de la façon dont tu l'as abordé aussi? Oui, parce que je suis pas allée au jeu, je voulais pas me mettre dans la peau du personnage, même s'il y a des ressemblances, parce qu'il n'en reste pas moins que quand on écrit, il y a toujours un peu de nous qu'on met dans les personnages. C'est sûr. Mais c'était important pour moi d'être un petit peu dans la psyché autant de Mélia que de James, parce que leur côté toxique dans leur sport est différent.
ça se regroupe, là, mais ils ne vivent pas de la même façon. James, son père, est son agent aussi, comme on voit souvent dans ce niveau-là, parce qu'il est dans la Ligue junior majeure du Québec. Du côté de Mélia, c'est sa mère qui n'est pas entraîneuse, mais sa mère est super intense. Veut que, faut que ça soit dans les standards, toutes ces choses-là. Fait que j'ai voulu vraiment faire, mais on voit un peu la psyché de 1, la psyché de 2, qui vont vraiment valser pour mieux comprendre que des fois, ils vivent des choses en même temps, des fois non, mais qui finissent par se rejoindre à quelque part aussi là-dedans. Là. C'est à retenir, c'est Suivre son étoile, le tome 1, et là, le tome 2 s'en vient à l'automne. C'est ce que tu... À l'automne. J'ai pas de date pour l'instant, mais c'est sûr que c'est à l'automne. C'est juste que faut que je le finisse. Oui, Il me reste quelques chapitres à finir, à écrire. Après, j'envoie ça à l'éditeur. Donc, ça devrait être à l'automne parce qu'on veut coordonner ça avec ma présence au Salon du Livre de Montréal au mois de novembre. Fait que, peut-être ça va être avant, mais je ne fais pas de date pour l'instant. Bien, tu seras la bienvenue pour venir nous en reparler. Puis, d'ailleurs, j'ai encore un peu de temps, mais est-ce que c'est en formule de trilogie que tu comptes faire ça? Au départ, je voulais que ce soit une trilogie, mais je pense que ça va être une duologie. Okay. Pour diverses raisons, mais si jamais ça va vers la trilogie, tant mieux, puis je l'annoncerai en conséquence. Mais je pense qu'avec la duologie, on va avoir fait le tour un peu d'où ce que ça peut les mener, puis surtout qu'il va y avoir un saut de 6 ans entre le tome 1 et le tome 2. Il y a plein de choses à apprendre là, puis on verra où est-ce que ça va les mener. Merci beaucoup, Alexandra Philibert. Merci à toi, puis on se dit à très bientôt pour parler du tome 2. À bientôt. Merci à toi. Isabelle Dominique-Crowe, notre experte fitness que vous pouvez suivre sur nos ondes aussi avec 2 temps 3 mouvements, disponible sur le web également, tvrl.ca et sur son site web aussi. Je suis très contente de l'accueillir à nouveau à cette émission. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Hey, je veux juste dire que tu es en forme, tu sors d'un workout. Je pense que tu viens d'aller t'entraîner là, dans les dernières minutes, c'est ça? J'ai entraîné mes étudiants du cégep Collège La Salle. Alors, oui, effectivement, j'ai plein d'énergie. Le matin, c'est vraiment ma période la plus productive. Je dois dire que c'est... moi, c'est plus le soir. Je sais pas, en fin de journée, après avoir travaillé, je sais pas, c'est ma routine que j'ai établie. C'est la façon que je me suis adapté aussi avec mon nouvel horaire. Puis, il en sera question d'adaptation. Oui. C'est ce que tu veux nous parler cette semaine. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles on a dû faire face avec la pandémie, à des changements dans notre horaire ou dans notre vie. Oui, des bons et des moins bons. Puis moi, je suis balance dans la vie et ça fait en sorte que je dirais que je m'adapte, mais j'ai toujours besoin de peser le pour et le contre, puis je peux prendre du temps à faire ça. Puis je trouve que depuis 2 ans, j'essaie beaucoup de me concentrer sur ce qui est bien, sur les bonnes choses, malgré tout, que la pandémie a amené. Mais je m'aperçois quand même qu'il faut aborder l'idée que on est constamment en changement, il y a de l'insécurité. Je pense que ce qui arrive aussi à travers le monde présentement, il y a plein de choses. Alors, il faut être ouvert au changement parce que ça fait partie du quotidien, malgré tout. Alors, tu sais, on a parlé de routine il n'y a pas si longtemps, mais il faut savoir que le changement fait partie, malgré tout. Tu sais, c'est un peu paradoxal, mais ça fait partie de la routine, puis il faut s'adapter. Et si c'est plus difficile pour nous de le faire, il faut travailler un petit peu plus fort vers ça. Oui, puis ces solutions-là aux obstacles, les solutions concrètes pour toi, ça a été quoi? Parce que tout comme tout le monde qui écoute actuellement, tu as fait face à des défis, tu as fait face à des constats aussi. Bien, je pense que pour moi, c'est de toujours avoir un plan B. Pour moi aussi, c'est de focusser malgré tout sur ce qui fonctionne bien, ce qui va bien et les plus-values du changement. Et généralement, en fait, j'essaie toujours de transformer quelque chose de négatif en positif. Ouais. Donc, si un espace est fermé ou si j'ai pas accès à ce que j'aurais normalement souhaité faire, j'essaie vraiment de trouver une alternative intéressante. Et là, je me rappelle que le changement, c'est bon. Être dans l'inconfort, c'est bon. C'est pas chouette dans le moment, mais ça nous amène plus loin. On devient plus fort à travers ça. On sort de sa zone de confort, donc. Vraiment, tu sais, puis il y a beaucoup de parallèles à faire en entraînement et dans la vie, mais vraiment, tu sais, depuis 2 ans, j'essaie de me concentrer sur comment ça fait de moi une personne, on va dire, plus
Oui, peut-être plus vulnérable, mais aussi plus forte. Et comment ces changements-là font en sorte que des fois, ça casse un peu la routine et ça me force de faire quelque chose que j'aurais pas fait normalement, mais qui va me faire du bien. Puis, tu sais, des fois, l'imprévisible peut nous surprendre et ça peut devenir une autre belle passion. Présentement, je m'entraîne un peu plus en ligne, tu sais, on s'en est parlé. J'aurais jamais pensé que je ferais ça sur une base régulière et je te dirais que je tarde à retourner en salle, parce que même si je peux le faire. Oui. Parce que tu aimes ça et tu as découvert pour toi que ça avait des bienfaits en l'essayant, en étant un peu obligé, comme tu as dit, parce que des fois, des fois on a le choix, mais parfois on n'a pas le choix aussi de s'y contraindre. Là. Oui, exactement. Puis toi, comment tu trouves que... Moi j'ai commencé un nouveau sur le plan personnel. Bon, toi, tu le sais, mais pour le bien des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent actuellement, moi, je m'entraîne pour un demi-marathon pour l'automne prochain, en octobre prochain. Et c'est sûr que ça amène un tout nouveau programme, une toute nouvelle réalité à mon entraînement. Je croyais que j'étais en forme. Je suis quand même... tu sais, je fais quand même des 12-13 km, puis bon, j'ai une certaine forme, mais... je me rends compte qu'avec le programme que mon entraîneur m'a donné, échelonné sur plusieurs semaines, c'est en rotation, évidemment, tu comprends, toi, étant dans le domaine, bien, c'est sûr que ça m'amène à faire, par exemple, de la musculation, le haut du corps, je dois le travailler beaucoup plus qu'avant. Et ça, pour vrai, j'ai découvert que finalement, je n'étais pas bien fort. Non, mais... du corps. Parce que les sports que tu fais vont chercher davantage le bas du corps. Oui, parce que c'est ça, je joue au hockey, je suis actif, mais c'est plus les jambes, c'est les pieds, c'est, bref, partie du bas du corps qui est essentiellement aussi sollicitée. Donc, c'est sûr que oui, en effet, mais depuis quelques semaines, je vois, par contre, justement, quand tu disais de mon inconfort, comme toi, tu as adhéré à t'entraîner chez toi en ligne, bien, moi, j'ai trouvé que, justement, je m'étais retrouvé avec davantage, quand je repratique mon sport, qui est le hockey, ou d'autres sports que je faisais avant, bien, j'ai beaucoup plus d'énergie, puis je suis beaucoup plus fort en termes de volume d'intensité que je suis capable de conserver pendant plus de temps. Ça s'en trouve vraiment grandement amélioré. Alors, je vois le positif comme toi, là. Oui, puis j'avais envie de te partager, tu sais, quand je te disais joindre l'utile à l'agréable et s'adapter, pour moi, c'est aussi... mieux comprendre ses faiblesses, parce que je pense que quand on est en situation d'inconfort, on voit davantage, tu sais, les obstacles, ce qui nous empêche d'avancer. Puis toi, dans ton cas, c'est pas un obstacle, c'est juste que tu étais davantage centré sur et le cardio et les jambes, alors que là, tu vois les bienfaits qui viennent avec un entraînement, on va dire, plus complet ou, tu sais, plus poussé. Pour moi, tu sais, exemple ludique, quand on n'avait pas accès à la SAQ puis à l'alcool, tu sais, puis je parle de mes enfants, mais tu sais, on parle de faire des choix à la SAQ pendant qu'il y avait un peu des pénuries que je n'avais pas prévues non plus. Je me suis aperçue à quel point je suis comme... Des fois, on est pris un peu dans nos habitudes, puis je prends toujours un peu des vins italiens, puis là, j'avais pas accès à ce que je voulais, puis j'essayais des trucs, mais moi qui pense être ouverte d'esprit, j'étais pas si ouverte d'esprit que ça, parce que là, c'est agaçant d'avoir à changer un peu. Puis là, c'était pas exactement ce que je voulais. Puis j'avais même pas la terminologie pour expliquer à la personne. Tout ça pour dire que finalement, ça m'a juste rappelé qu'il faut rester ouvert, il faut être prêt à s'adapter parce que ça peut arriver n'importe quand et ça arrive n'importe quand puis ça peut revenir. Bien, la réalité aussi qui est, depuis quelques semaines, maintenant intégrée dans la vie des gens, c'est, en tout cas, de façon quand même assez en grand nombre, c'est qu'on est de retour au travail aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont retournés au boulot en présentiel. Ce qu'on était depuis quelques années en télétravail. Donc là, ça c'est encore un inconfort, ou du moins, on était devenu confortable à être chez nous. Pas besoin de s'habiller, pas besoin de partir tôt le matin. On pouvait se lever même un peu plus tard. Donc tout ça, c'est un retour dans une autre perspective. Fait que ça peut être déstabilisant pour les gens aussi. Oui, puis j'ajoute, pas besoin de socialiser. Puis je trouve que ça, il y a comme des petits réflexes qu'on a moins qu'avant. Quand on est avec d'autres, puis c'est mineur, c'est pas la fin du monde, mais c'est fascinant, c'est intéressant, puis il faut vraiment essayer de le voir avec tout le positif que ça amène, défaire des trucs qu'on faisait peut-être avant, par routine, puis juste
se réintroduire à la société telle qu'elle était avant, avec les avantages et les inconvénients. Et il y a certains collègues qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on va rencontrer pour la première fois en présentiel. Il y a même peut-être des gens qu'on ne reconnaîtra pas à cause du masque. Ils ont-ils un gros nez? Ils n'ont pas un gros nez. On va le savoir, là. Mais chose certaine, toujours un plaisir de te parler. Je rappelle qu'on peut te suivre, Isabelle Dominique Croux, sur ton site Internet, bien sûr. 2 temps 3 mouvements. Les gens peuvent s'entraîner avec toi, garder leurs bonnes habitudes, justement, s'adapter à un nouvel horaire parce qu'on peut capter en tout temps tes capsules aussi sur notre site Internet, tvrl.ca. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'être passé à notre émission. Toujours un grand plaisir, Alex. À bientôt. Merci. Faut que je lâche prise. T'es dû pour une hypnose. Ça a l'air que je suis dû pour une hypnose. C'est ce qu'elle m'a dit avant d'ouvrir les micros. Valérie Deslandes, qui est hypnothérapeute aussi, je rappelle, Global Hypnose, elle détient donc cette entreprise avec plusieurs autres hypnothérapeutes donc, qui en font partie. Salut, Valérie Deslandes. Salut, Alex. Oui, bien, c'est vrai que je suis dû pour une hypnose parce que ça me fait drôlement du bien. Je me remémore, puis j'ai encore les outils que tu m'as donnés suite à ce que j'ai été dans ton bureau comme patient, comme client, excuse-moi. Oui. Ça vient, là, ça vient. Et tu voulais aborder aujourd'hui l'auto-hypnose aussi, puis peut-être également comprendre et savoir repérer quelles sont les bonnes façons de faire de l'auto-hypnose aussi, parce qu'on fait un lien avec notre précédente chronique. Présentement, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de faire de l'auto-hypnose. Là. Bien, de se gérer tout court sur le plan émotionnel, là, de se soulager. L'auto-hypnose, c'est un bon moyen de se soulager émotionnellement. Donc, c'est le but au premier abord là, par rapport à l'auto-hypnose. Effectivement, il y a plusieurs manières de faire l'auto-hypnose. Comment, par exemple? Bien, il y a tous les enregistrements grand public déjà faits. Sur des balados, là, ce qu'on appelle un peu, là, qui existent. Oui, balados, toutes sortes d'autres choses, YouTube. Il y a des chaînes d'auto-hypnose. Il y a des chaînes de méditation aussi. Des fois, la différence est mince entre les deux. Parce qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'en consulte parfois des balados de méditation. Est-ce qu'on peut faire dans le même balado, mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons un 50 de méditation et un 50 d'hypnose, auto-hypnose? Ou... Bien oui, absolument, parce que c'est des outils que ça nous apporte. Donc, qu'on fasse un ou l'autre ou les deux, de toute manière, ça va nous apporter quelque chose qu'on va chercher. Comme par la méditation, souvent, les gens veulent arrêter de réfléchir, se calmer. L'auto-hypnose a une vocation un peu plus thérapeutique. Okay. Donc, le symbole qui t'a resté après ta séance d'hypnose, c'est un ancrage par rapport à ton objectif qui est personnalisé, qui n'est pas nécessairement de te calmer. Non, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Exactement. Donc, ce que chaque particulier, ce que chaque client qui va chez toi, par exemple, a besoin de travailler, finalement. Absolument. Mais c'est où la limite entre un balado ou peu importe la plateforme qu'on va trouver et d'aller voir un hypnothérapeute comme toi? Il doit y avoir quand même une certaine limite parce que toi, tu es une professionnelle, tu peux intervenir aussi d'une manière peut-être un petit peu plus précise. Oui, en fait, la grande différence, c'est qu'en hypnose humaniste, chez Global Hypnose, on fait des hypnoses uniques. Donc, c'est pas la même hypnose pour tout le monde. C'est adapté. C'est adapté 100 %. On est basé sur un protocole. On ne lit pas de script. C'est complètement autre chose. On travaille avec le client. C'est un travail d'équipe. Il y a du conversationnel dans l'hypnose. Il y a de l'échange. Il y a de l'élévation de conscience. Et ça fait une hypnose unique qui donne un outil d'auto-hypnose unique. Elle est là, la grande différence. Okay. C'est pas du grand public. C'est ton truc à toi. Chacun ses affaires. Et là, ce qui arrive, en fait, c'est que... les gens qui viennent nous voir, généralement, sont prêts à travailler sur eux, sont engagés vis-à-vis de leur cheminement. Je crois profondément qu'un humain qui veut générer une différence dans son monde émotionnel et mental le peut. Ouais. Quand les gens sortent de nos bureaux avec leur propre outil personnalisé et qu'ils l'utilisent, ils atteignent tous leurs objectifs. Ouais, moi, en tout cas, parce qu'on en a déjà parlé à cette émission, puis on avait fait un suivi découlant justement d'une rencontre qu'on avait eue ensemble, puis je réutilise l'image que j'ai eue, je peux le dire, là, puis je n'entrerai pas dans les détails parce que, bon, c'est des choses qui sont confidentielles entre toi et moi, mais il y a quand même une partie de mon vécu que je t'ai au départ, justement, de façon conversationnelle divulguée. Oui. Par la suite, on a établi un plan de match. Tu m'as demandé si j'étais
étais ouvert à la chose. J'ai dit oui, tout à fait. Tu as intervenu dans les considérations que je t'avais émises d'abord. Oui. Et par la suite, ben, cet outil-là, pour moi, ça a été un grand soleil. C'est un grand soleil dans lequel j'étais donc projeté. Puis, je répondais à certaines questions que tu me donnais pendant l'exercice que j'étais, dans le fond, en état d'hypnose. Oui. Et puis par la suite, ben oui, je l'ai préconisé, je l'ai utilisé, ça, chez moi. C'est arrivé à certains moments où j'ai eu besoin de faire ça. Oui. Puis j'en ai vu des bienfaits également. Dis-moi, Alex, qu'est-ce que ça te fait de savoir que ce soleil-là vient de toi? Que tu as choisi ce symbole-là pour travailler avec toi-même, que tu ne l'as pas pris dans un conseil grand public? Bien, pour moi, ça m'a donné encore plus, je trouve, de portée dans mes réflexions, dans mon état justement, si tu veux, de sentiment de bien-être, en fait, après, parce que j'ai comme senti que c'était plus adapté à moi, que ça me parlait davantage, justement, puis ça intervenait peut-être plus dans ce que j'avais besoin à travailler, disons-le comme ça, dans mon quotidien ou à certains moments, des fois, de ma semaine ou de ma vie, là. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai repéré, en tout cas, puis le sentiment de bienfait aussi, de bien-être, parce que c'est une chose, parce que pour moi, j'ai senti ton intervention, ça a duré au moins 2-3 semaines là, de plénitude. Puis à peu près 2-3 semaines après, j'ai eu besoin de refaire. Puis à ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau, ou à peu près, ce que j'avais senti dans ton bureau. Oui, c'est ça. Pendant encore un bon bout de temps aussi par la suite. Là. Si je t'avais imposé le soleil, mettons, on se parle, je t'impose, pense à un soleil. C'est ça que l'outil que je te donne. C'est pas toi qui décides, c'est moi, mais... Ouais. Je choisis un soleil pour toi. Ça aurait-tu le même impact, tu penses? C'est difficile à dire parce que ça n'a pas été le cas, très honnêtement, mais probablement que non, j'oserais dire, parce que je suis quelqu'un qui est entêté et qui aime faire les affaires aussi à sa façon, qui aime le consentement tout le temps. Mais de façon plus sérieuse, je pense pas que ça n'aurait pas été aussi efficace, en tout cas, du moins. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'on fait des hypnoses personnalisées qui mènent à un outil personnalisé, c'est pour respecter la personne dans où elle est rendue dans son cheminement et dans sa symbolique. De quoi elle a vraiment besoin, on le découvre ensemble. Oui. Bien, c'est en tout cas une invitation que j'invite les gens à se... Peut-être penser à réfléchir présentement en période pandémique, de stress, vraiment d'anxiété, de trouver une façon pour eux, pour elles, qui nous écoutent actuellement, de trouver une façon qui va leur faire du bien. Ouais. Peu importe c'est quoi la façon, je pense qu'on a tous besoin de trouver une façon. Absolument. Bien, merci d'être passé nous en parler. Merci, très cool Alex. Conversation. Merci à toi. Nicolas Vincent Poirier, mon chroniqueur de cinéma préféré, salut. Salut, Alex. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ben oui, surtout qu'on va parler de 2 films. Un qui est sorti depuis quelques jours au moment de se parler et qui fait beaucoup réagir, mais dans un premier temps, un film qui était très attendu, celui-là aussi, par les geeks. Les amateurs de jeux vidéo, Uncharted, et qui a une magnifique distribution. Vraiment, de belles récoltes au box-office. Est-ce qu'on peut dire que même ça surpasse les attentes? Ah oui, ça surpasse les attentes parce que, écoute, Uncharted, basé sur un jeu vidéo, le premier a été sorti en 2007, le tout dernier, cette année. Et ce qui se passe avec les jeux vidéo au cinéma, c'est qu'il y a beaucoup de flops, OK, au cinéma, parce que le jeu vidéo, c'est quelque chose. Les jeux vidéo, ça rapporte plus d'argent que l'industrie du cinéma. Mais parce qu'on ne sait pas vraiment comment adapter quelque chose comme un jeu vidéo au cinéma, c'est là qu'il y a beaucoup de déceptions au box-office de la part des fans. Donc, comment est-ce qu'on fait Uncharted, un jeu vidéo très populaire que j'ai aucune idée c'est quoi? Ouais, moi non plus. Je fais ça de ma vie. Je pense que les récentes adaptations, mettons, de jeux vidéo à des films que j'ai faits, je pense qu'on est à peu près de la même époque. C'est quoi Street Fighter et Mortal Kombat? Je pense que c'est à peu près les seuls jeux qu'on a adaptés. Et Dieu sait que les films n'étaient pas très bons, hein? Non, Mortal Kombat en 95, c'était pas si mauvais que ça. Là. Ça a une place spéciale dans mon cœur. Oui, mais en tout cas, pour les acteurs ou pour quand tu regardes ça, il me semble que ça a mal vieilli. En tout cas, il y a des films qui ont mieux vieilli que ceux-là. Ce sera une autre discussion un autre tantôt, mais continuons dans ces façons d'adapter les jeux vidéo à des films.
Est-ce qu'il y a toujours des pièges, selon toi, qu'on doit éviter et que, malheureusement, souvent, on tombe dedans par les créateurs, les réalisateurs? Bien, le gros problème avec ça, c'est que les jeux vidéo, ce qu'on leur reproche beaucoup quand ça vient le temps d'en faire des films, c'est que, oui, c'est fait pour les fans, mais comment quand on se pose à l'écran, disons, Street Fighter, OK, c'est des personnes qui se battent. Et comment qu'on fait pour faire une histoire intéressante avec ça et aussi amener autant de personnages en même temps? Donc ça rend la chose très difficile et on fait comme plus du fan service des fois. Et tous ceux comme toi et moi qui ne connaissent pas vraiment ça, bien, on est un peu déçus parce qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est ça. La trame narrative, des fois, est plus floue pour quelqu'un qui n'a pas joué à ce jeu-là, qui ne s'est pas intéressé à ces jeux-là. C'est ça. Et disons que Uncharted, avec un budget de 120 millions de dollars, disons qu'ils ont été très raisonnables. Et pour un film d'aventure comme ça, avec Tom Holland et Mark Wahlberg, et le film est en développement depuis 2008. On a essayé par tous les moyens de trouver une façon de faire ce film-là. Et c'est chez Sony. C'est Sony qui est responsable du jeu vidéo, du film aussi. Et bon, Tom Holland avec Sony, il y a Spider-Man aussi. Donc, ça fait des années qu'on essaie d'adapter ça. Et pendant un certain temps, écoute, Mark Wahlberg, ça fait longtemps qu'il a eu le rôle de Victor Sullivan, mais pour ce qui est du reste, écoute, ça a passé par toutes sortes de castings. Et finalement, en 2017, Tom Holland, qui est un fan du jeu vidéo, en a comme parlé un petit peu chez Sony, et c'est ça vraiment qui a fait que le film a décollé. Et que là, finalement, ça s'est fait comme aussi vite, parce qu'en développement, depuis 2008, là, on appelle ça le development hell. On ne sait pas comment traiter l'histoire, dans quelle direction aller. Et c'est Tom Holland qui a dit, bien, pourquoi pas, est-ce que le personnage de Nathan Drake, bien, il serait pas jeune. Le jeu vidéo, je ne sais pas, semblerait-il, qui est pas comme dans la vingtaine. Mais en tout cas, dans celui-ci, il est dans la vingtaine. Et c'est un film d'aventure. C'est deux chasseurs de trésors, oui. Partir après un trésor. Exact. Puis, et bon, il y a Antonio Banderas aussi qui est dans un rôle de vilain, mais qui est pas si vilain que ça, finalement. Par contre, j'ai trouvé moins convaincant dans ce rôle-là pour Antonio Banderas, mais bon, c'est à la hauteur d'à peu près tout ce qu'il a fait qu'au cinéma. Ouais, personnellement, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez flat. Je veux dire, on peut le comparer à n'importe quel autre film d'aventure, même à Jungle Cruise de Disney l'année passée, qui était très bien. Mais celui-ci, pour ceux qui ont aimé Trésor national avec Nicolas Cage. Exactement dans le même genre. C'est dans le même genre. Alors, si vous avez aimé Trésor national avec Nicolas Cage, vous allez aimer. C'est une autre peut-être adaptation. On s'entend, c'est pas... tu t'as fait la même virgule près, mais quand même, on est dans le même univers. Hey, il nous reste 5 minutes. À peu près. Vas-y. Je te dirais, pour Tomb Raider, c'est à peu près dans le même genre au niveau de la qualité. Là. Pour moi, visuellement, c'est très beau. Je comprends le tournage a commencé, écoute, en plein pendant la COVID. Toutes les catastrophes qu'on peut imaginer avant le tournage et pendant le tournage avec la COVID, ils ont arrêté ça. Puis bon, ils ont commencé plusieurs mois après. Ça n'a pas dû être facile. Oui, puis on voit certaines scènes où, justement, il y a une certaine distance là, avec les acteurs. Ça se voit un petit peu là, à certains moments du film, j'ai trouvé. Mais là, c'est parce qu'il nous reste un 4 minutes, mon cher, puis je veux le tourner vers le Batman. Qu'on va peut-être plus décortiquer dans la prochaine chronique pour le bien des gens qui nous regardent. Mais déjà, on peut donner un aperçu de ceux qui se rendent en salle prochainement pour voir le Batman. Un Batman beaucoup plus noir, déjà qui avait été noir avec Christian Bale et la trilogie de Christopher Nolan. Mais là, on dit que c'est vraiment beaucoup plus avec de violence. On voit du sang. C'est vraiment plus dark, vous allez me permettre l'espagnol. Là. Oui, tout à fait. Et le réalisateur Matt Reeves, il s'est fait donner, de ce que j'ai pu comprendre, un peu une carte blanche, mais le film fallait que le film soit pour 13 ans et plus. Donc, en dehors de ça, c'est quand même une très belle marque de confiance. Et ce film-ci, oui, il est plus sombre, semblerait-il, que tout ce qu'on a vu jusqu'à date. C'est un Batman beaucoup plus jeune qui essaie de se trouver. Et aussi, bon, de Riddler, tu sais, de la manière qu'on l'a amené à l'écran, très différent de ce que Jim Carrey a apporté. C'est là qu'on voit vraiment que dans les années 90, là,
Superman a été un succès au début des années 80. Et là, après ça, ben, on a essayé par tous les moyens, un peu comme les jeux vidéo, pendant des années. Comment est-ce qu'on adapte au cinéma une bande dessinée? OK, Tim Burton a réussi quelque chose en 89, mais sinon, on ne le savait pas. C'est vraiment au début des années 2000, avec le premier Spider-Man, qu'on a découvert. Ça fait que déjà là, si on regarde juste le Riddler, ça nous donne un petit indice, là. Autant le Pingouin aussi, cette version-ci, que la version de 92, là, de Tim Burton. Pas que Tim Burton, c'était des belles versions. J'ai bien aimé quand même, mais si on se transpose avec le Batman, 3 heures par contre. Juste le dire aux gens, là, 3 heures, j'ai hâte de voir, parce que je ne l'ai pas vu, je me promets de le voir d'ici à ce qu'on se reparle la prochaine chronique, mais hâte de voir si c'est pas trop long. Surtout que, je veux dire, c'est pas un Batman... très, tu sais, on n'est pas dans comme un Batman et Robin. On s'entend qu'il était impitoyable et un flop, mais il y avait un peu un côté humoristique. Il y avait un ton un peu plus enfantin. Alors, si c'est sombre du début jusqu'à la fin pendant 3 heures, et c'est même, j'ai entendu des gens qui ont vu le film, qui ont fait la critique, c'est même, semble-t-il, anxiogène, semble-t-il, à ce point-là. Toi, c'est ce que t'aimes, mais pas... C'est en plein ce que je veux. Moi, je te dirais que jusqu'à date, tout ce que les critiques ont dit, c'est que c'est un des meilleurs Batman. Le seul problème pour beaucoup de gens, comme tu l'as mentionné, 3 heures, c'est un petit peu long pour certaines personnes. Je ne sais pas du tout dans quelle direction ils vont y aller, mais semblerait-il qu'ils ont utilisé un petit peu ce que Marvel fait. D'habitude, dans toutes les bandes-annonces de films, on en dévoile trop. Marvel n'en dévoile pas assez, nous tease. Et dans ce film-ci, semblerait-il qu'il y a beaucoup de punch qui ne sont pas dévoilés dans la bande-annonce. Hâte de voir, mais en tout cas, chose qui est certaine, Nico, tu sais à quel point tous ceux qui sont adeptes, amants de films de super-héros, que ce soit des tripeux de la secte, parce que moi j'appelle ça des sectes, la secte Marvel ou la secte DC Comics, avec leurs super-héros respectifs, ils veulent rien, ils veulent pas de divulgachage. Eux autres, ils savent, ils vont tous savoir toutes les punchs, ils vont tous comprendre aussi les réalités. Puis, il faut pas dire de quoi qui est pas vrai, qui s'est pas avéré juste. Puis, c'est vraiment difficile de faire l'unanimité dans ce monde-là des super-héros, de gens de Marvel, de DC Comics, bien sûr, avec Batman. C'est sûr, parce que aussi, dans chacune des bandes dessinées, il y a plusieurs univers différents. On prend Spider-Man, il y a Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man. Batman, il y en a énormément aussi. Donc, à un moment donné, quelle version du Batman qu'on prend et de quelle manière qu'on l'adapte, bien ça dépend du réalisateur. Donc, tu sais, mais ce qui est bien, c'est que dans cette version-ci, c'est une version de Batman plus... réaliste. On a dit ça aussi avec les films de Christopher Nolan, mais celui-ci, on embarque dans quelque chose de plus sombre, mais de manière réaliste. Ce sera le mot de la fin. Je te dis à très bientôt pour un autre, justement, chronique, puis ce sera le Batman déjà qui est sur la table pour s'en parler. Je parle de Batman. À bientôt, mon cher Nico. Alex. Voilà, c'est ce qui complète cette émission. Je vous invite, bien entendu, à nous acheminer vos commentaires, vos suggestions peut-être de sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission. Très simplement, tvrl.ca. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook. Je veux remercier aussi les personnes de l'ombre qui me font rayonner devant les réflecteurs, notamment Jacques, Daniel et Daniel qui sont à les caméras, au montage également, Alain à la réalisation et Manon à la recherche. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, tous les dimanches, 9h30, notre Bingo TV Laval. C'est notamment 3 500 $ à gagner cette semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Je vous dis à très bientôt.